Bon, eh bien, bonjour à tous. Nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Alors, vous allez me promettre une chose, c'est d'aller directement à l'essentiel parce que nous n'avons pas des heures devant nous. Même si c'est certainement passionnant de vous écouter pendant des heures. Voilà, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelques mois après les inondations de juillet, le cabinet Boursu a émis une circulaire, je ne sais pas si on m'entend encore, oui, a émis une circulaire qui donne quelques pistes, même plus que quelques pistes, pour reconstruire de manière plus pérenne et plus prudente par rapport au risque d'inondation. Cette circulaire, elle est parfois critiquée parce qu'une circulaire n'a pas forcément la même force qu'un décret. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que cette circulaire, c'est pour pallier le plus vite à une urgence, et est-ce que derrière, il y a un projet décrétal? J'imagine que la question est plutôt pour moi pour commencer. Donc, je crois. Non, la circulaire n'a pas été prise dans l'urgence d'abord. Hein. Elle remplace une circulaire de 2003 qui existait portant sur le même objet. Elle était sur le métier dans le chef du groupe de travail transversal inondation, donc qui sont tous les fonctionnaires des différents départements de la région qui sont concernés par le sujet. On a juste accéléré un peu le processus pour qu'elle sorte un tout petit peu plus vite en faisant en sorte que les personnes qui travaillaient sur la circulaire finalisent le travail qui était déjà en cours. Et bien entendu, on a essayé d'intégrer les leçons des événements qui venaient de se produire, mais c'est une circulaire qui remplace une autre. Il n'est pas du tout... je veux dire, c'est relativement banal en droit administratif qu'une circulaire éclaire les textes décrétaux et réglementaires. Et cette circulaire, elle a effectivement cet objet-là de l'éclairer davantage, de manière plus précise, plus fine, à la lumière des événements qu'on a connus, malheureusement. Et nous n'avons pas, sur l'ouvrage, de plan d'avoir un instrument à vocation réglementaire. Parce que la circulaire, elle offre aussi un avantage, c'est la souplesse. Elle permet aux fonctionnaires, aux autorités compétentes, aux maîtres d'ouvrage, d'avoir des guidelines, des lignes directrices qui peuvent être interprétées au cas par cas. Ça, c'est extrêmement important. Une maison n'est pas l'autre, un terrain n'est pas l'autre, un site n'est pas l'autre. Et donc, il faut laisser cette capacité d'appréciation compte tenu des situations locales, tout en donnant des balises. Et sincèrement, ceux qui ont lu la circulaire, je pense, voient qu'on a remonté un peu le niveau des exigences qui sont demandées des maîtres d'ouvrage. Certains s'en plaignent d'ailleurs, de manière raisonnable, je dirais pas trop exagérée, mais bon voilà, clairement, il y a un peu plus de travail à faire pour celui qui dépose une demande de permis de bâtir, surtout s'il est en zone d'anéa moyen ou élevé. Donc, mais c'est le prix à payer si on veut que chacun puisse assumer ses responsabilités. Parce qu'on a entendu tout à l'heure quelques exemples, notamment à Ottigny-Louvain-la-Neuve, où on se rend compte que les communes sont parfois un peu démunies par rapport à certains projets de promoteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus efficace à ce niveau-là? Permis, c'est encore pour moi, je suppose. Donc, oui. Donc on est dans l'urbanisme, hein, donc permis d'urbanisme ou permis d'urbanisation. Il n'y a pas que la circulaire, il y a déjà ce qu'il y a dans le code été, qui suffit, je pense. Hein, l'un et l'autre doivent donner les instruments aux autorités compétentes. Après, évidemment, il faut pouvoir entrer dans un dialogue avec l'auteur de projet ou le promoteur. Je ne connais pas le projet dont il est fait état ici, voir dans quelle mesure il est en capacité d'adapter son projet. On travaille par ailleurs sur des référentiels sur l'art de construire en zone inondable. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ces référentiels seront disponibles au deuxième semestre. Donc on va mettre un outil à la disposition. Donc ça, c'est un outil qui n'est pas réglementaire. C'est encore moins réglementaire que ne peut l'être une circulaire. C'est simplement un guide de bonne pratique qui est mis dans les mains de tout le monde, qui va rappeler et mettre au goût du jour un certain nombre de règles techniques dans l'art de construire qui peuvent être mises en œuvre pour construire lorsqu'on est dans une zone d'aléa. Donc c'est clair que les pratiques doivent changer, mais la culture de toute une profession ne se change pas du jour au lendemain. Donc il y a une part de responsabilité dans les maîtres d'ouvrage, chez les architectes, chez les promoteurs. On a par ailleurs donné une formation sur cette circulaire à l'ensemble de ces publics. Non seulement les fonctionnaires communaux et les édiles communaux, mais aussi le monde de la promotion, le monde des architectes. Je pense que ça a été assez apprécié.
Alors on va peut-être changer d'interlocuteur pour ne pas tout vous mettre sur le dos. On vient de voir ici des exemples de bonnes pratiques, hein, notamment ces portes. Enfin, il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas multiplier ce genre d'initiatives comme celle qu'on a pu voir ici? Alors je ne sais plus les endroits exacts. Il y avait Nîmes, il y avait les contrats de rivière de la Lys. Voilà, donc ces exemples-là qui manifestement, il y avait un exemple aussi à Tubize. Ces exemples-là qui manifestement produisent des résultats, est-ce qu'il ne faudrait pas l'imposer? Ou en tout cas multiplier ce genre de projet de manière rapide? Voilà. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on travaille absolument sur l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, à côté du travail sur l'atténuation des risques climatiques en tant que tels. Et donc, on y travaille au niveau du gouvernement. Déjà avant les inondations, c'est vrai qu'on entend beaucoup que les choses se sont accélérées. Je veux quand même rappeler que dans le cadre du plan de relance, on avait déjà prévu des moyens très très conséquents, notamment sur la création des zones d'immersion temporaire, la reméandration des cours d'eau. On a 19 millions qui sont programmés dans le plan de relance pour pouvoir justement permettre aux gestionnaires de cours d'eau des aménagements qui vont en amont des zones urbanisées retenir l'eau de façon beaucoup plus naturelle, des espèces de bassins d'orage naturels qui vont vraiment permettre de réduire les risques d'inondation. C'est fondamental. Il y a d'autres pratiques, notamment en matière agricole, qui sont prévues. On en a largement discuté quand on a évoqué le dossier de la PAC au sein du gouvernement, où on va imposer dans la conditionnalité des aides même pour les zones qui sont vraiment sujettes à des risques d'inondation très très importants, un certain nombre de mesures, par exemple le découpage des parcelles agricoles, l'instauration de bandes anti-érosives comme les fascines qu'on a vues dans certains témoignages. D'autres soutiens également de type protection des prairies dans les zones d'aléas d'inondation élevées. Donc ce sont tous des dispositifs qui vont permettre en termes d'aménagement du territoire en amont des zones urbanisées ou au niveau vraiment des risques de ruissellement qu'on a vécu aussi. Alors ici un peu moins cet été, mais on sait que ça fait partie des risques d'inondation. On doit faire évoluer aussi un certain nombre de pratiques pour réduire les risques. Ça c'est vraiment fondamental. Ce sont des intentions, mais concrètement, ces mesures qui seront prises dans le cadre du plan de relance, quand est-ce qu'elles seront effectives, les premières par exemple? Alors, on a déjà fait une première tranche d'aide aux communes, puisqu'en décembre dernier, on a fait passer au gouvernement un budget de plus de 21 millions d'euros qui a été, je vais dire, partagé à l'ensemble des communes à travers un droit de tirage qui permet aux communes d'être actives vraiment dans la prévention des risques d'inondation dans le cadre des plans de gestion des risques d'inondation. Donc, elles ont un catalogue de mesures qui ont montré leur efficacité en matière de réduction des risques et elles ont aujourd'hui des moyens. Alors, c'est un début évidemment. Sur les zones d'immersion temporaire et les moyens du plan de relance, on aura différents appels à projets qui seront lancés dès cet automne pour vraiment permettre d'accentuer l'utilisation de ce type d'aide. Et on voit que ça fonctionne puisque les endroits où on a eu des zones d'immersion temporaire ont été la plupart du temps largement moins touchés par les inondations que celles où il n'y en avait pas. Alors ce n'est pas une solution miracle. Évidemment, il faut regarder au cas par cas, en fonction aussi des études hydrauliques qui ont été lancées, notamment sur le bassin de la Vestre, pour voir un peu le comportement de la rivière et les endroits où il est justifié de faire ce type d'aménagement. Mais clairement, il est temps aujourd'hui de se préparer à ces risques climatiques, qu'il s'agisse d'ailleurs des inondations ou de la sécheresse. Aujourd'hui, on est clairement dans un épisode de sécheresse. Ça fait partie de l'ensemble des travaux qui doivent être menés. Et si vous me permettez une petite minute là-dessus, juste vous dire aussi, et je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est un travail qu'on a mené notamment avec le secrétariat général, on a organisé un congrès sur la résilience de la Wallonie face aux risques environnementaux où on a diagnostiqué toute une série de vulnérabilités de la Wallonie face à des risques environnementaux, qu'il s'agisse de canicules, des sécheresses, des inondations, pour vraiment identifier les risques auxquels nous sommes le plus confrontés. Et ça fait vraiment partie de cette nécessité de culture de risque, culture de la vulnérabilité qui a été appuyée par beaucoup d'entre nous aujourd'hui. J'aimerais venir avec vous sur un exemple très concret. Vous en avez parlé très vite après les inondations, c'est les reméandrations. Alors, est-ce qu'on dit reméandrage, je ne sais pas. Je crois que voilà. Est-ce que c'est possible? Vous avez déjà identifié des endroits où on va pouvoir le faire. Alors, l'exemple, il vient des Pays-Bas, si je ne m'abuse, où ils ont pu le faire sur des surfaces assez grandes. Est-ce qu'ici, on peut le faire? Parce qu'on imagine... Les rivières passent dans des lieux de vie. Là, évidemment, on ne va sans doute pas le faire. Mais est-ce que vous avez déjà identifié tous les endroits où on peut faire ça et comment on va avancer pour aller vers cette solution?
Mais ça fait vraiment partie de ce package de mesures comme les zones d'immersion temporaire sur lesquelles, avec le concours de l'administration, on fait un travail effectivement d'identification de sites où ça peut être pertinent avec l'ensemble des gestionnaires des cours d'eau. Vous savez qu'il y en a plusieurs aussi dans notre région. Et donc, effectivement, autant la Flandre que les Pays-Bas ont mené des grands plans d'adaptation qu'on appelait plan Sigma, plan Delta, selon la région ou le pays dans lequel on se trouve. Alors, c'était des budgets qui sont colossaux. On voit qu'on n'est pas encore aussi loin en Wallonie par rapport à ça. Évidemment, eux, ils ont une montée des eaux qui est beaucoup plus importante aussi. Mais clairement, on doit aller vers ce type de mesures, de plan global d'aménagement qui tiennent compte des bassins versants, qui tiennent compte des risques de ruissellement aussi, et qui surtout essaie de comprendre comment un cours d'eau fonctionne. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on doit intégrer, au lieu de vouloir canaliser le cours d'eau comme on l'a fait pendant des décennies, en pensant qu'on pouvait maîtriser ce cours d'eau. C'est essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il s'est comporté durant ces épisodes d'inondation, les endroits où il est sorti de son lit, pour essayer vraiment d'avoir des aménagements les plus adéquats en fonction du terrain. Alors, Monsieur Henry, au niveau des infrastructures, est-ce que la Wallonie est prête à investir dans des grands travaux? Et est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis plusieurs mois. Il faut remonter les barrages, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous y voyez plus clair, vous, maintenant, 10 mois après les inondations de juillet 2021? Bonjour tout le monde. Alors on y voit plus clair, ben oui quand même, dans la mesure où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés depuis cet épisode dramatique, au-delà de la gestion bien sûr en tant que telle de la crise, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait finie, mais en tout cas dans l'immédiat il y a eu beaucoup de travaux de remise en état, d'expertise aussi pour les communes d'ailleurs au départ de l'administration wallonne au niveau des ponts, des routes, etc. et de remise en état. Et puis des travaux d'analyse et les travaux de la commission d'enquête du Parlement, qui ont quand même été réalisés, adoptés par le Parlement, mais surtout réalisés après une grande série d'auditions, et qui ont donc pu, et d'ailleurs c'était public quasiment totalement, donc tous ceux qui l'ont souhaité ont pu suivre ça de près. J'avais moi-même commandé en amont de cela une analyse au bureau d'études Stucky qui avait pu déjà déterminer tout un certain nombre d'éléments. Alors évidemment qu'il y a des travaux à faire au niveau des infrastructures, mais évidemment aussi que les infrastructures ne sont pas la solution miracle et ne sont certainement pas la réponse unique, puisque d'abord ça coûte extrêmement cher, et puis comme on l'a dit, il y a différents risques. Donc il est évident que nous aurons d'autres épisodes difficiles, d'autres crises, mais ce ne sera pas les mêmes crises. Ce ne sera pas forcément des inondations. Il y aura certainement encore des inondations, mais il y aura d'autres crises, notamment de sécheresse ou d'autres épisodes de chaleur, etc. Et même quand c'est des inondations, ce ne sera pas le même épisode d'inondation, parce qu'on a eu ici un scénario très particulier d'une localisation extrêmement dense de précipitations, complètement exceptionnelle à un endroit, en tout cas à certains endroits. Ce qui veut dire qu'une autre crise se traduira différemment. Et donc évidemment que les infrastructures peuvent apporter une partie de la réponse, mais on ne peut pas avoir une course en avant dans les infrastructures, qui de toute façon n'apporterait pas la réponse à tout, puisque par exemple les barrages ne peuvent agir que pour ce qui tombe en amont du barrage, forcément, et pas en aval du barrage. Et donc au niveau des infrastructures, ce qu'on doit faire, c'est certainement avoir le diagnostic, avoir la bonne gestion, avoir l'optimisation. De ce point de vue-là, on s'est rendu compte, en tout cas on a pu acter dans le cadre des travaux de la commission d'enquête qu'il y avait des manquements qui devaient être finalisés. Par exemple, on n'a pas de cadre légal des barrages. Heureusement, ça avait été pointé déjà précédemment, les travaux étaient déjà commencés, ils sont en train de se finaliser. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de cadre légal pour des infrastructures comme celle-là. On a des éléments de modernisation de la gestion, notamment ce qu'on appelle les courbes de manutention, là où il y a une tension entre la réserve d'eau et l'empotement pour accumuler des intempéries. Donc on a pris des mesures de précaution. L'administration a augmenté la réserve disponible dans l'immédiat par précaution, mais c'est une situation provisoire sur laquelle nous sommes en train de travailler, justement parce que les épisodes de sécheresse sont plutôt plus probables finalement et qu'on doit aussi résister à des épisodes de sécheresse. Donc tous ces travaux-là se poursuivent et bien sûr il y a une partie de la réponse qui vient des infrastructures, mais ce n'est qu'un morceau de la réponse. Alors, de manière générale, on évoque les crises futures. Effectivement, ce ne sera peut-être pas forcément des inondations. On évoque quand même la possibilité que la sécheresse engendre des incendies. Est-ce que dans la manière d'envisager la reconstruction du bâti, on tient déjà compte de ça?
Oui. J'ose espérer que les maîtres d'ouvrage et les architectes y pensent déjà, indépendamment des conditions climatiques, bien entendu. Mais on n'a pas de focus particulier, à ma connaissance, là-dessus. Évidemment, l'épisode qu'on a connu, c'est l'inondation. Donc l'ensemble des études qu'on est en train de mener sont focus là-dessus, sur le sujet inondation. En ce qui concerne la responsabilité des maîtres d'ouvrage, de la résistance au feu de leurs bâtiments, c'est très encadré déjà légalement aujourd'hui. Et certains bâtiments doivent faire l'objet d'un contrôle des zones de secours, des commandants de pompiers. Oui, mais au-delà d'un bâtiment en particulier, c'est plutôt l'aménagement, la construction de quartiers ou l'aménagement des villages, des villes. Voilà, c'est plus global, parce que si un incendie devait toucher une région, évidemment, c'est plutôt la manière dont les choses ont été construites, pensées et aménagées qui sera pointée du doigt. Pour le futur, pour des aménagements dans le futur, je pense qu'effectivement, c'est une dimension dans laquelle il faut avoir une attention particulière. Enfin, l'ensemble des risques liés au changement climatique, de manière générale, dans les documents d'aménagement du territoire. Mais alors, on parle de documents qui engagent le futur, des futurs schémas d'orientation locaux. Là, on est typiquement dans l'urbanisme local. Donc, c'est des documents qui doivent être élaborés par les communes, si elles le souhaitent, sur une partie de leur territoire. Alors, en ce qui concerne la zone ici qui a subi les inondations, on a déjà fait, au niveau régional, on mène des études en appui des efforts qui sont faits au niveau local. Donc on a le schéma VESDRE dont il a été fait état, je pense, tout à l'heure, dans la première partie de la journée. On a également mandaté des bureaux d'études qui font des études dites quartier programme. Donc dans les communes de catégorie 1, 11 quartiers ont été identifiés comme particulièrement impactés par les inondations. Et donc on a nos auteurs de projets qui travaillent maintenant, au moment même où on se parle, sur ces sujets-là pour voir comment on peut reconstruire, aménager, améliorer l'habitabilité de ces quartiers dans toutes les dimensions et certainement aussi les dimensions d'autres événements climatiques comme des sécheresses. Peut-être un mot complémentairement sur la question des feux de forêt, parce que c'est vrai que là on parle du bâti, mais il y a aussi ce risque-là. Alors on doit poursuivre le travail, mais il y a déjà un plan de gestion au niveau du DNF, donc du département Nature et Forêt, sur ce risque-là. Mais clairement, j'ai envie de dire qu'au-delà des enjeux pris isolément, c'est de se dire comment est-ce qu'on intègre ces nouveaux risques climatiques et environnementaux dans l'ensemble de nos modèles de décision. Et donc aussi dans notre culture du risque, je pense que vous avez largement discuté ce matin aussi de la gestion des services de secours, etc. C'est aussi avoir une capacité à être beaucoup plus réactif lorsqu'on a des phénomènes extrêmes. Et on sait qu'ils vont arriver plus régulièrement. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un propos de cet ordre-là aussi qu'on doit développer, tant dans la gestion au moment où la crise arrive que dans la gestion des conséquences aussi de la crise. En matière, ici on l'a vu en matière de déchets par exemple au niveau des inondations, on doit tirer les leçons aussi de certains éléments. Vous avez parlé du niveau local, Monsieur Granville. Justement, on parle souvent des plans de secteur. On a l'impression que c'est un problème qui revient sous chaque législature et qui n'avance pas beaucoup. Il y a une demande de l'Union des villes, si je ne m'abuse, au gouvernement de mettre en place des mesures un peu plus simples pour que les choses avancent à ce niveau-là. C'est quoi le point de vue du ministre de l'Aménagement du Territoire que vous représentez et peut-être plus largement le point de vue du gouvernement? Je ne m'avancerai pas sur le point de vue du gouvernement parce que je ne pense pas que la chose ait été évoquée au niveau du gouvernement, mais c'est un fait que les plans de secteur, ils ont leur âge. Ils ont été adoptés entre 79 et 87, donc ça fait plus de 40 ans en moyenne, enfin 40 ans, oui, une bonne quarantaine d'années en moyenne, sur base de conception qui date elle-même de 10 à 15 ans en amont. On est vraiment dans une autre perspective que celle d'aujourd'hui. Maintenant, c'est le seul outil réglementaire qui reste en aménagement du territoire. C'est l'outil vraiment phare pour tout le monde qui indique où et comment on peut construire ou ne pas construire, dans quelles conditions. C'est un outil qui impacte l'ensemble des parcelles cadastrales de la Wallonie, qui impacte donc énormément de monde. Et donc croire que la révision de cet outil peut être une mince affaire, je pense que beaucoup s'y sont frottés dans le passé et sont arrivés à la conclusion que ça n'était pas si simple que cela, sans compter qu'il y a des balises européennes, donc évaluation des incidences, enquête publique. Voilà, donc, vous savez sans doute qu'on essaye que Elia est demandeur d'une demande d'inscription d'une ligne à haute tension. Sans me positionner nullement sur ce dossier-là en particulier, il y a eu 22 000 lettres. Donc tout dossier aujourd'hui suscite une émotion, légitime ou pas, peu importe, mais qui doit être prise en considération et qui doit être mesurée justement quand on ouvre un dossier comme celui-là, parce qu'on bouge aux droits relatifs des uns vis-à-vis des autres.
le droit que j'ai sur ma parcelle ou le droit que la personne d'en face a sur la sienne. Et ça c'est très très sensible. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit s'improviser. Alors en ce qui concerne plus spécifiquement l'événement des inondations, ça a été recommandé, c'est une des recommandations du Parlement wallon de regarder s'il est judicieux ou pas de réviser le plan de secteur dans les endroits en question. C'est un sujet qui est sur la table aussi de nos auteurs de projets, hein, donc aussi bien l'étude Vesdre, le professeur Teller ici présent, je pense, a donné un exposé tout à l'heure, que les quartiers dont je viens de parler, donc dans les communes de catégorie 1, et on va en plus lancer, on vient de recevoir les offres, pour un marché qui permettra de donner un appui urbanistique dans les communes de catégorie 2 également. Donc ça veut dire que voilà, on met des moyens sur la table pour éclairer des prises de décision à venir. Je pense qu'il faudra après être prudent dans la mise en œuvre. Donc d'abord des procédures express, il n'y en aura pas. Je veux dire, le code, on ne pourra pas beaucoup le simplifier par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui. Il y a les balises européennes, je viens de le rappeler. S'il faut faire des révisions de plan de secteur, il faut avoir à l'esprit. Donc ça doit prendre un certain temps, parce qu'il faut aussi pouvoir écouter les parties prenantes, comme je viens de le dire. Et secondo, il faudra être nuancé, parce que les travaux qu'on mène avec nos experts ici nous indiquent quand même qu'il ne faut pas non plus aller vers une désertification de la vallée. Donc il ne faut pas non plus, je parle de la Vesdre ici, mais ça vaut aussi pour les autres zones concernées, commencer à interdire purement et simplement la construction sur de vastes zones. Il faudra être très très nuancé. S'il faut le faire, pourquoi pas? Je veux dire, parce que c'est le dernier instrument réglementaire. S'il y a des zones qui doivent réellement être interdites à la construction, pourquoi pas une révision du plan de secteur? Le dossier n'est pas fermé, mais il faudra le faire avec beaucoup de nuances et de prudence que je viens d'indiquer. Merci. Monsieur Henry, vous avez exercé la compétence de l'aménagement du territoire par le passé. Vous avez manifestement un avis sur cette question? Manifestement. Je pense effectivement que c'est une compétence très importante, et je pense qu'on va devoir être un peu courageux sur la matière de l'aménagement du territoire, les uns les autres, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est ce qui détermine l'occupation du territoire, c'est ce qui détermine un grand nombre de phénomènes, la manière dont on impacte le territoire, dont on se déplace. Donc ça a des impacts évidemment très importants en matière de gaz à effet de serre, mais ensuite ça a des impacts très importants en matière d'emprise au sol, de déplacement de l'eau, d'impact des inondations, de conséquences sur l'habitat, etc., etc., de localisation des services. Donc c'est une matière très très importante, et c'est vrai que les plans de secteur, c'est un sujet compliqué. Je pense que personne ne croit qu'on va d'un coup de baguette magique modifier les plans de secteur en 1 an ou même en 5 ans. Je pense que ce n'est pas raisonnable. C'est une approche qui a été plus ou moins abandonnée. Mais il y a d'autres outils quand même. Il y a un autre outil majeur régional qui est le schéma de développement territorial, qui doit être adopté définitivement puisqu'il est annulé au Conseil d'État, le projet du dernier gouvernement. Il doit maintenant être revu. Mais c'est clair que cet outil, c'est ce qui détermine l'affectation du territoire, la manière dont on va localiser les activités, prendre en compte les différents défis et notamment concrétiser l'objectif du stop béton. Stop béton, c'est-à-dire pas qu'on arrête de construire demain matin, mais c'est-à-dire qu'on a une trajectoire de réduction de l'implantation sur le territoire, de la dispersion, et que petit à petit, on réduit notre empreinte supplémentaire sur le territoire et qu'on recentre les services, les activités, les constructions, etc. Donc ça, ce sont des outils absolument majeurs, et si on ne met pas en place dans ces outils des orientations claires et fortes, qui sont respectueuses à la fois de nos objectifs de long terme, c'est-à-dire la réduction des émissions, le stop béton, mais aussi de la nécessité d'adaptation climatique, effectivement, avec laquelle nous devons travailler beaucoup plus aujourd'hui. Si on ne le fait pas là-dedans, forcément, les communes, quand elles doivent gérer leur territoire communal, qu'elles sont confrontées à des demandes de permis individuels, aux demandes des habitants, au plan de secteur tel qu'il existe, etc., elles ne vont pas savoir à leur niveau changer l'orientation, avoir un impact suffisamment important. Donc c'est très important que les outils d'orientation régionale permettent de le faire. Je crois que ce sera des débats importants dans les mois qui viennent. Et puis pour terminer, M. Granville disait qu'on s'était concentré jusqu'ici dans les études sur les suites des inondations. Effectivement, en partie, c'est logique, mais il est clair qu'on doit maintenant être dans une autre dimension, et je voudrais dire que c'est aussi en cours, c'est-à-dire que nous avons une étude multidimensionnelle qui est prévue avec Céline d'ailleurs, puisque nous sommes concernés sur différentes matières, sur l'ensemble des changements à prévoir en termes d'adaptation climatique, l'ensemble des crises prévisibles, et il y en a quand même dans beaucoup de secteurs, et de voir comment on va sur cette base-là prioriser les investissements dans le temps, parce que c'est un travail de plusieurs législatures.
C'est une transition majeure dont on ne connaît d'ailleurs pas encore tous les aboutissants, parce que ça va encore évoluer. Et donc ça, c'est un travail vraiment fondamental qui est en démarrage pour se concrétiser, pour changer, je dirais, d'approche, pour se mettre dans une situation de transition. Et l'autre chose, c'est que nous avons évidemment le plan climat qui va être discuté très prochainement par le gouvernement, qui comprendra aussi, bien sûr, un volet adaptation. Mais je voudrais aussi dire que j'ai aussi pu mesurer, sans doute que je ne suis pas du tout le seul, dans la crise qu'on a vécue, qui n'est pas terminée, des inondations, dans tous ces impacts, la grande difficulté du changement structurel très rapide dans la reconstruction. Je dis ça, il faut être honnête, on a tous vécu les uns les autres, chacun dans ses fonctions. Monsieur Teller a fait des enquêtes aussi avec les citoyens, ce qui est très important aussi, en lien avec le bureau Stocky dont je parlais tout à l'heure, pour voir le ressenti, etc., etc. Il y a une volonté de faire les choses différemment, à peu près de tout le monde, mais il y a aussi une volonté d'aller très vite. Et aller très vite et faire différemment, c'est complètement antinomique et c'est compliqué. Et donc on doit le faire clairement, d'une manière, on doit s'organiser pour être capable de le faire. On doit s'organiser pour faire en sorte que cet apprentissage-là se réalise et que, clairement, les études qui sont en cours, elles vont amener des enseignements très importants et se concrétiser dans les décisions. Mais certains citoyens ont aussi déjà avancé par eux-mêmes, ou certaines communes ont déjà avancé par eux-mêmes. C'est normal, on ne peut pas rester sans bouger pendant plusieurs mois. Et donc nous devons aussi, pour le futur, nous préparer en fonction de ces situations compliquées de changement rapide. Il y a une question qui a été abordée cet après-midi, c'est la question des moins-values. Si on prend effectivement des décisions courageuses et qu'on dit on ne peut plus construire dans ces zones-là, il y a peut-être des gens qui avaient des terrains, enfin, il y a certainement même des gens qui ont des terrains à bâtir dans ces zones, alors qu'ils l'aient acheté de bonne foi, ou j'ai envie de dire de mauvaise foi, en sachant que c'était dans une zone compliquée, ou qu'il est apparu que c'était une zone compliquée depuis les inondations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on envisage la chose au sein du gouvernement? Est-ce que c'est une question qui a déjà été exposée? Alors, il y a deux réponses à cette question. Donc, la première réponse, c'est que dans les situations où les communes seront en mesure de racheter des terrains sans contrainte particulière, par la conviction, nous sommes en train de préparer la mobilisation d'une enveloppe de moyens budgétaires pour soutenir les communes par une subvention qui couvrirait les frais de rachat. Évidemment, on n'a pas des moyens illimités. On parle ici d'environ une vingtaine de millions d'euros, mais ça permet d'aider les communes de catégorie 1 qui sont plus susceptibles que les autres d'être confrontés à des terrains qui sont manifestement voués à ne plus être construits, ou qui doivent ne plus être construits et ne plus être habités. Donc voilà, ça c'est une première réponse, je veux dire, en aménagement opérationnel. La réponse en droit, par ailleurs, de manière plus générale à la question que vous posez, elle est dans le code du développement territorial. Donc, quand il y a des zonages au plan de secteur, mais uniquement dans ce cas-là, donc quand un permis est refusé à la suite d'une modification de l'affectation au plan de secteur, il y a des règles précises qui indiquent si le propriétaire du bien peut ou pas être indemnisé. Globalement, il faut que le terrain soit effectivement suffisamment équipé, etc., et aurait pu techniquement et théoriquement être construit avant la décision qui le désaffecte. Voilà, donc la responsabilité alors sera dans le chef de la région, la responsabilité budgétaire dans ce cas-là. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut manier l'arme de la révision des plans de secteur avec prudence et avec nuance, quoi. Voilà. Madame Tellier, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, donc ici on évoque l'enjeu essentiel de la maîtrise de l'urbanisation, et c'est vrai qu'il y a un accord de gouvernement qui est assez clair en la matière, qui demande de mettre fin à l'artificialisation des sols à un horizon qui est certes lointain, mais qui est quand même de plus en plus proche. Mais par ailleurs, donc ça c'est un enjeu qui est essentiel. Par ailleurs, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on procède dans les zones qui sont urbanisées, notamment pour désimperméabiliser les sols. Et donc là, on a des projets notamment en commun avec Philippe sur la végétalisation du bâti pour créer... Il y a déjà un projet qui est passé au gouvernement donc pour sélectionner 17 nouveaux parcs urbains qui vont être créés en Wallonie, du côté de Arlon, Binche, Choigny par exemple, pour notamment enlever du béton dans des zones qui étaient très très bétonnées et donc permettre à l'eau de percoler davantage.
faire en sorte que dans les parkings, on soit dans des surfaces de parking qui soient moins effectivement bétonnées là aussi. Donc il y a aussi toute une série de pratiques, au-delà de la question du plan de secteur et de l'urbanisation qui est essentielle et qui permet aussi de travailler sur la préservation des terres agricoles, mais il y a aussi toute une série de pratiques qui vont permettre de désimperméabiliser, de végétaliser. Vous savez qu'on a un grand programme de plantation aussi d'arbres et de haies, on a atteint maintenant 1 300 000 arbres plantés, c'est essentiel et ça sera aussi essentiel parce que ça va permettre de capter l'eau, de la faire percoler en profondeur, donc aussi en matière de lutte contre la sécheresse, c'est essentiel. Ça crée aussi de l'ombrage, donc ça permet de lutter contre les îlots de chaleur. Donc il y a aussi toute une série d'avantages à se baser aussi sur ces solutions qui ne sont pas des solutions d'infrastructure, en fait, qui sont des solutions naturelles, mais qui permettent vraiment de réduire aussi les risques par rapport à ces changements climatiques. Okay. Est-ce qu'il est encore raisonnable aujourd'hui de vouloir vivre au bord de l'eau? On sait qu'il y a des gens qui ont été inondés et qui veulent rester là. Et donc, ils ont une certaine dose de liberté à avoir. Et comment on fait pour peut-être les convaincre de ne plus vivre à un endroit aussi dangereux? Il faut voir où au bord de l'eau. Hein. Donc, je pense vraiment, nous, on est très sensible à l'approche cas par cas. D'abord, il y a les différentes catégories d'aléas d'inondation. La circulaire n'indique pas les mêmes consignes et les mêmes exigences de documentation dans les dossiers de permis. Au-delà de ça, après, on a beaucoup parlé, je pense, dans le séminaire de la culture du risque. L'appréciation du risque, c'est quelque chose d'assez personnel. Donc, de deux choses une, si l'autorité n'interdit pas formellement, soit en rachetant le terrain, soit en interdisant, par une révision du plan de secteur, par exemple, l'urbanisation, le citoyen se trouve à devoir prendre une décision, et l'autorité aussi, le cas échéant, si un permis doit être donné. Déjà, des biens qui peuvent être occupés en l'état, il n'y a pas de permis à donner. Donc, c'est une analyse de risque qui doit se faire dans le chef de celui qui va occuper le bien. Et s'il y a un permis à donner, l'analyse de risque doit être faite de part et d'autre. Donc cette culture de l'analyse du risque, il faut continuer à la développer. Mais j'entendais tout à l'heure la dame qui a présenté l'expérience sur l'ESCO avec tout le travail qui a été fait à l'égard des citoyens. Donc ça dépasse les autorités. Je pense que ça concerne tout le monde. D'ailleurs, dans les études dont on a parlé, on a aussi un volet participatif. Genre, on ne peut pas faire le bien des gens contre eux. Il faut essayer de le faire autant que possible avec eux. Ça fait partie de la culture des professionnels de l'aménagement du territoire. Et je pense de nos échevins, de nos communes aussi, quoi. Je vous pose la même question. Mais je pense qu'on a de tout temps habité au bord de l'eau, et c'est vrai que ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend aussi comment nous sommes capables, effectivement, ça a été évoqué dans différentes interventions précédemment, d'apprendre à vivre avec le risque ou les risques. C'est-à-dire qu'il faut se dire que, certainement, il y a des endroits où il ne faut plus construire, bien entendu, c'était déjà le cas avant, mais il faut certainement revoir les critères. 2, si on prend les risques extrêmes, du type de celui qu'on a connu en juin de l'année passée, mais en les étendant à l'ensemble de la région, à l'ensemble des types de scénarios possibles, je pense qu'on a un gros souci d'habitat en Wallonie, hein, tout simplement. Donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre le risque maximum de tout partout comme la norme de base de là où on ne sait plus habiter. Donc on doit bien sûr prendre des précautions, apprendre à gérer différemment, avoir des zones d'immersion, avoir une bonne gestion des infrastructures, avoir dans les zones un peu risquées, par exemple, ne peut-être pas toujours habiter au rez-de-chaussée, déplacer certains, peut-être l'installation de chauffage, etc., etc. Toute une série de mesures sur la manière d'habiter et sur les mesures que l'on peut prendre pour accompagner les inondations, voire à certains moments se mettre en sécurité et avoir des évacuations comme on peut les connaître, et être aussi organisé pour gérer ces situations. Parce que ça, c'est quand même aussi un des grands constats qui ressort de la catastrophe, de tous les travaux qui ont été menés dans la suite et de la commission d'enquête. C'est la grande difficulté de notre pays, parce que là, on dépasse les compétences régionales ou communales, à gérer la catastrophe en elle-même. Et là, clairement, on doit se dire, les catastrophes sont possibles, elles sont plus probables dans le futur, nous devons savoir gérer les catastrophes. Nous devons gérer les informations, les risques, les annonces, les préventions, nous devons aussi gérer les moyens de secours, la communication d'urgence, etc., etc. Et donc, on doit se mettre dans la situation d'être capable de tout gérer, et la solution n'est certainement pas de déplacer la moitié de l'habitat wallon. Mais évidemment, à certains endroits, là oui, on doit certainement ne plus construire ou ne pas construire.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que toutes les sociétés humaines se sont généralement effectivement installées près des cours d'eau. C'est l'histoire aussi des villes européennes. Et donc c'est clair qu'on ne peut pas simplement dire qu'on ne va plus habiter le long des cours d'eau. Et la question c'est aussi le comment, comme ça vient d'être dit. Et je pense aussi, et c'est très important, on a évoqué tout à l'heure la question de la mémoire du risque, qu'on vit tellement hors sol aujourd'hui dans nos vies, qu'on n'a plus conscience qu'on fait partie de la nature en fait. On est partie intégrante de la nature et on est aussi sujet à éventuellement ces états d'âme ou plutôt ces réactions lorsque le climat s'emballe notamment ou lorsqu'il y a d'autres risques. Et donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel d'être conscient, d'augmenter cette conscience du risque. C'est vraiment essentiel. On ne pourra pas évidemment interdire à tout le monde d'habiter là où il y a un risque d'aléas d'inondation moyen, parce qu'on sait aussi que par exemple sur les cartographies d'aléas d'inondation, elles vont devoir être revues en intégrant notamment les prévisions du GIEC qui aujourd'hui nous disent qu'en fonction ça dépend de la trajectoire bien sûr qu'on va suivre, mais on pourrait avoir vraiment des risques bien plus forts un peu partout sur notre territoire. Donc voilà, on doit travailler sur l'habitabilité de notre territoire en tenant compte de ces nouveaux risques, mais aussi en le faisant de façon raisonnée, mais aussi en innovant certainement dans les pratiques d'habiter. Dans la vallée de la Vestre, il y a aussi quand même une réalité sociale. De ces personnes qui habitent en bord de rivière, dans des habitations construites, effectivement, il y a plusieurs dizaines d'années, en lien avec une industrie qui a disparu. Comment cette dimension sociale, par rapport à tout ce que vous venez de dire, est prise en compte? Parce qu'effectivement, on ne peut pas empêcher les gens d'habiter où ils veulent, mais il y en a qui voudraient peut-être déménager et qui auront du mal à le faire parce que les moyens financiers ne sont pas là. Je pense que ça, c'est un point fondamental en réalité qui rejoint un constat plus général du lien entre les questions sociales et les questions environnementales. D'une manière générale, les problèmes liés aux conséquences environnementales touchent toujours les plus faibles. C'est la même chose, par exemple, avec la qualité de l'air. Quand on habite à proximité de certaines industries polluantes, ou qu'il était en tout cas par le passé, ou de sols pollués anciennement industrialisés dans certains centres-villes, etc., c'est aussi des classes sociales moins favorisées qui s'y trouvent. Et donc, c'est évidemment notre devoir absolu, comme pouvoir public, de faire en sorte que la transition à laquelle nous devons faire face soit juste, que cette transition fasse en sorte que l'ensemble de la population soit prise en compte, et que, évidemment, ce n'est pas le niveau de précarité qui doit déterminer, ça n'est pas acceptable, qui doit déterminer le niveau de risque où on habite. Ça, c'est pas possible. Qu'il y ait une liberté de choix, c'est une chose, mais que ce soit uniquement le niveau de précarité qui soit déterminant, ça n'est pas acceptable. Et donc, c'est clair que, par exemple, les pouvoirs publics, dans la compétence du logement, lorsqu'ils prévoient des logements sociaux en conséquence à différents endroits pour héberger des personnes, mais clairement, ces logements doivent être confortables, doivent être peu énergivores, doivent être sécurisés du point de vue des différents risques. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément important que nous devons prendre en compte, quitte à mener des politiques spécifiques d'accompagnement au départ des CPAS ou de politiques spécifiques pour soit aider des ménages plus précarisés à s'adapter, à adapter leur logement notamment, ou éventuellement à changer de localisation, mais en tout cas ne pas être piégés dans des situations plus risquées, plus dangereuses, plus problématiques, moins confortables, alors que ce n'est pas un choix. Oui, je pense qu'on a eu la sécurité sociale au XXe siècle et aujourd'hui on doit avoir une sécurité environnementale qui touche d'abord les personnes les plus précarisées qui sont effectivement, et ça toutes les études le montrent, les premières victimes des changements climatiques ou d'autres problèmes de pollution ou d'environnement. Et si je prends le versant positif aussi, c'est vrai que vous avez peut-être vu l'enquête dans Moustique cette semaine sur le classement des communes. Alors on peut longuement discuter de la méthodologie et j'imagine qu'il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir les critères de choix des gens dans leur lieu d'habitat. Alors bien sûr, il y a tout l'enjeu de l'accès au logement, ça c'est essentiel, des prix de l'immobilier, on voit qu'ils ont encore augmenté depuis le Covid. Mais il y a aussi l'enjeu, notamment de la qualité de l'air ou de la présence des espaces verts. Et donc, c'est aussi de notre ressort de faire en sorte que chaque citoyen ait à proximité un espace vert de qualité, parce que ça va à la fois travailler sur la qualité de son environnement, sur son bien-être mental, sur la qualité de l'air qu'il respire, et sur un accès à la nature qui est vraiment
indispensable à notre épanouissement. Et donc quand on crée des parcs dans les zones urbanisées, c'est aussi en fait faire du social. Clairement, quand on développe les mobilités alternatives, c'est aussi faire du social. Et donc, voilà, je pense que lier effectivement les deux enjeux, c'est vraiment fondamental. Et puis, il y a effectivement, comme je le disais, l'enjeu plus global de l'accès à l'immobilier pour tous, d'avoir des normes qui soient qualitatives pour tout le monde et qu'il ne faille pas effectivement être fortuné pour avoir le droit d'être protégé par rapport aux risques environnementaux. Vous voulez dire quelque chose sur ce sujet-là ? Mais je rejoins ce qui vient d'être dit par la ministre Tellier. Donc on y travaille sur les aménagements d'espaces publics dans les études sur les quartiers. C'est un élément déterminant, évidemment, que les quartiers dans lesquels les inondations soient passées, que les occupants de ces quartiers aient accès à des services publics de qualité. Donc il y a une analyse de tous les services publics qui sont là, disponibles. Qu'est-ce qui peut être fait pour les améliorer ? Une analyse des espaces publics qui existent à améliorer éventuellement ou à en créer de nouveaux. Donc c'est un élément qui permet d'améliorer la qualité de vie localement. Après, il y a la question des coûts de la construction. Ça, je n'ai pas la réponse. Je partage malheureusement le constat que les coûts explosent pour diverses raisons que ceux qui suivent l'actualité comprennent aisément. Mais il y a d'abord les normes qui ont compliqué les choses et les normes sont nécessaires. Je ne vais pas ici dire que les normes qui ont été prises dans le passé ou qui sont prises aujourd'hui ne sont pas nécessaires ni utiles, mais mécaniquement, elles renchérissent le coût du bâti. Et maintenant, on a des phénomènes inflationnistes qui viennent de l'extérieur. Donc oui, la question de l'accessibilité au logement doit rester un sujet ou va devenir ou redevenir un sujet important, ça c'est certain. Oui. Alors, j'avais envie de revenir sur, parce que bon, c'est quand même l'Union des villes et communes de Wallonie qui vous a invité aujourd'hui. On lit souvent que les villes et communes ont des difficultés financières et que celles-ci vont être de plus en plus grandes dans les années qui viennent, en tout cas pour certaines. Est-ce que finalement, on a parlé de cette possibilité pour les communes de racheter des terrains. Alors la Wallonie va mettre en place, enfin va dégager une enveloppe pour les aider, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisamment pris en compte dans la réflexion des ministres par rapport aux différentes politiques qui sont mises en place pour, dans le cadre de la reconstruction notamment? Je vais pas me dire non, évidemment. L'avenir, mais quand on a défini la voilure de ces enveloppes, on était encore quand même dans un certain brouillard par rapport aux dommages réels et au risque surtout de réhabiter sur tel ou tel territoire. Enfin, les dommages ont commencé à avoir une perspective, mais en revanche, le sort qui devait être fait à certains terrains, on n'avait pas de perspective. On va seulement avoir des perspectives maintenant avec les études programme quartier dont j'ai parlé, mais qui concerne 11 quartiers dans les 9 communes de catégorie 1, donc ce n'est pas encore une vue globale. On aura une vue plus large avec le schéma VESDRE, et on aura encore une vue avec les études dont je viens de parler sur les communes de catégorie 2, mais qui vont commencer au deuxième semestre. Donc probablement que des besoins vont se faire jour et qu'une réponse politique sera sans doute nécessaire dans une quadrature budgétaire qui n'est simple ni pour la région ni pour les communes. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus à ce stade. Votre question est très large, donc c'est difficile de répondre à tout. Mais sur la question vraiment de la gestion de la crise, on a essayé, je vais parler que pour mes compétences, mais en tout cas en matière de déchets par exemple, de prévention en tout cas vérification des pollutions aux hydrocarbures. Vous avez vu l'intervention de la SPGE au niveau des aides à l'égouttage par exemple aussi. On a à chaque fois essayé d'aider, d'outiller les communes par rapport à leurs besoins. On sait que la gestion des déchets, c'est une compétence communale, mais elles étaient forcément totalement dépassées. Donc on a dégagé 75 millions d'euros, dont 15 millions pour payer les factures excédentaires des communes, justement par rapport à ces déchets astronomiques. Aujourd'hui, on est quasiment à 450 000 tonnes de déchets. J'étais encore ce matin à Traux et à Chaudfontaine pour voir la question des terres charriées par les inondations. Voilà, c'est clair que la région a mis la main au portefeuille. Vous connaissez évidemment le coût de la gestion des inondations pour la région wallonne, ça a été conséquent. Mais moi, j'ai envie de dire que là, on est sur, la réparation de la crise. Ce qui est vraiment important, et c'est toute la discussion qu'on vient d'avoir avant, c'est de donner aussi les moyens aux communes de réduire les risques. Et là,
clairement, la région développe et dégage des moyens conséquents, certainement encore insuffisants, parce qu'en fait, il faudrait des milliards d'euros si on voulait vraiment faire les choses complètement par rapport à cette adaptation. Et donc, j'espère aussi que l'Europe va progressivement prendre cet élément à bras-le-corps pour dégager vraiment des moyens conséquents, parce que je crois que c'est toute la mécanique aussi d'investissement public qui doit être redéveloppée autour de cet enjeu de la prévention des risques climatiques. Vous avez parlé des déchets. Il y avait une demande, si je ne m'abuse, dans le chef de Monsieur D, je ne sais plus maintenant, Monsieur D, à propos des incinérateurs, pour justement être plus efficace pour éliminer ces déchets, donc de maintenir des incinérateurs dans des communes. Quelle est la position, votre position en tant que ministre par rapport à ça? Est-ce que vous allez répondre à Monsieur D positivement? Je pense que la réalité est un peu plus complexe que ça. D'une part parce qu'il faut savoir qu'on s'est fixé des objectifs de réduire l'incinération. Pourquoi? Parce que l'incinération participe aux émissions de gaz à effet de serre. Donc si on continue à incinérer massivement nos déchets, ce qui n'est déjà plus le cas en Wallonie heureusement, mais forcément on participe à accentuer le problème climatique, en plus du problème de la qualité de l'air. Donc ce n'est pas une solution à court terme ni à long terme de faire ce genre de choses. Par contre, on doit être en capacité d'identifier les besoins. Et donc ce que j'ai lancé depuis 2 ans, c'est le travail sur un plan relatif à toutes les infrastructures nécessaires en matière de déchets. On a eu un premier élément sur les enjeux des décharges. J'attends les prochains chapitres sur notamment les enjeux de l'incinération, mais aussi toutes les filières de recyclage, etc. Parce que n'oublions pas que d'abord, un peu comme pour les risques environnementaux, c'est la prévention qui compte d'abord en matière de déchets. Donc faire en sorte qu'on n'ait pas besoin en fait de produire ces déchets parce qu'on a travaillé sur l'économie de la fonctionnalité, par exemple, partager les biens plutôt que chacun avoir les choses chez soi, etc. Donc voilà, ça je donne un exemple, mais je trouve qu'il est relativement parlant. Mais donc, on doit avoir une vue globale des besoins en termes d'infrastructures. Et donc ça, on a lancé le travail et il aboutira bientôt au niveau de mon ministère pour avoir une vue sur les nécessités en matière d'incinération. Par contre, en matière de déchets, une des leçons que moi je tire de la crise ici des inondations, c'est justement avoir des capacités de stockage temporaire. On a vu que c'était un des gros enjeux au niveau des inondations et on a mobilisé, notamment avec l'aide du SPOMI, des sites comme le site de l'A601 pour stocker temporairement les déchets. Mais voilà, on doit tirer les leçons de ça et se dire comment est-ce qu'on met en place voilà, une réserve de sites qui peuvent être activés si besoin, si à un moment donné on a des quantités de déchets importants à traiter. Mais rappelez quand même qu'on a réussi à recycler 75% des déchets issus des inondations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on se rappelle l'état des déchets quand ils sont sortis des maisons des gens, réussir à recycler 75% des déchets, moi j'aurais pas parié un copec au moment du mois d'août de l'année dernière quand on commençait à voir un petit peu ce qui ressortait. Donc voilà, on n'a clairement pas favorisé l'incinération ensuite des inondations. Il faudra faire attention à ce que ces endroits de stockage ne soient pas en zone d'aléa. Tout est dans tout. Voilà, je pense que nous avons terminé. Je vous remercie.